Depuis les premiers pixels, la violence habite nos jeux. Si Mario tuait des Goombas et Pokémon organisait des combats de chiens améliorés, une mécanique de jeu revenait très souvent. Éliminer des ennemis. Alors, on tranche, on explose, on frappe, on écrase. Parfois on vise la tête, et c'est jouissif, quand ce n'est pas la routine. Mais quand vous avez lu le titre de cette vidéo, vous avez dû vous dire que c'était un peu culotté. Oui, je peux en faire bondir certains lorsque je dis que la violence dans le jeu vidéo est nécessaire, mais laissez-moi vous expliquer. Prenons Doom, un des tout premiers FPS modernes. Pas de tutoriel, pas d'indication, un ennemi surgit, vous tirez, il tombe. Vous avez gagné. C'est instinctif, brutal et satisfaisant. Pourquoi ? Parce que c'est une boucle de feedback immédiat. Action, réaction, récompense. C'est ce que le psychologue américain B.F. Skinner appelait le renforcement opérant. Plus une action donne un retour positif immédiat, plus on la répète. En neurosciences, on appelle cela le système dopaminergique. Frapper un ennemi devient cognitivement plaisant car le retour est immédiat. Paf, je tape, tu disparais, le jeu avance. Et de ce plaisir à éliminer des ennemis, certains ont tenté de s'en servir comme un argument en faveur de l'humain est mauvais. Les jeux vidéo rendent violents. Et s'il n'y avait pas de risque, le monde deviendrait GTA. Regarde-le, manette en main, sourire aux lèvres. Il écrase un piéton, vide un chargeur, puis enchaîne une mission. Froid, sans émotion. Et puis il éteint la console et va embrasser ses gosses avant de les coucher. L'humain est mauvais, car il aime tuer dans les jeux vidéo. Alors c'est ça la vérité ? L'homme est un prédateur frustré ? Un tueur sommeil-il derrière chaque personne que nous croisons dans la rue ? C'est plus compliqué que ça. La violence dans un jeu vidéo, ce n'est pas un déferlement gratuit. C'est une violence organisée, rythmée, pensée par un game design travaillé. La violence structure le jeu dans le sens où elle donne du poids à l'échec et du sens à la victoire. Ce qu'on aime, ce n'est pas la mort de nos ennemis, c'est le contrôle du jeu. La sensation d'être bon et d'avoir dominé ce qui nous menaçait. Hotline Miami, pour illustrer cela, est un cas d'école. C'est un jeu en vue du dessus où un personnage inconnu reçoit des appels mystérieux qui lui demandent d'aller tuer des mafieux russes. La mécanique est simple. Chaque niveau est une boucle ultra rapide. Appuyer, frapper, tuer, mourir, recommencer. Et cela s'appelle du fast-paced design. Tu échoues, tu recommences immédiatement et à l'infini. Et cette immédiateté, le cerveau adore ça. Parce que chaque tentative est une micro-récompense de dopamine. Tout est calibré pour l'état de flow. Le jeu est ni trop facile ni trop dur. Cela permet de garder une maîtrise et une cadence. Le but du joueur est de trouver l'enchaînement parfait. Et tout le jeu est designé pour cela. La vue en plongée te donne un contrôle global, mais pas total. Puisque tu n'as pas de vue intégrale de toutes les pièces, cela va te demander, dans un run, d'apprendre si elle renferme un piège ou non et d'utiliser cette information au prochain run. Comme si tu avais appris une chorégraphie. Il y a zéro inertie, chaque mouvement est instantané, et si l'IA est simple, elle est aussi prédictible. Tout cela pour te faire apprendre, observer, tester, mémoriser et optimiser ton prochain run. Et ça, c'est du design comportemental pur. Cela veut dire que dans ce type de jeu, la violence n'est qu'un vecteur de maîtrise. Ce que le joueur cherche, c'est la sensation de dominer le chaos. Et cette maîtrise, Elden Ring va parfaitement l'utiliser. Dans ce jeu, la violence est presque rituelle. Tu n'es pas un héros invincible, tu es un sans éclat. Et pour mériter ta place, tu vas devoir mourir encore et encore. Les boss sont ridiculement forts, un seul coup et c'est terminé. Écran noir, game over. Pardon, vous êtes mort. Justement, ce message il n'est pas anodin. Ce n'est pas un game over gentil, pas un réessayer encourageant. Non, 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 c'est sec, brutal. Tu es mort, point. Et ça casse l'élan du joueur, qui s'est fait dominer, écraser. Ça le fige, ça l'oblige à encaisser, à digérer l'échec, avant de revenir et d'essayer encore. Non, le joueur n'est pas en train de prendre plaisir à rouler sur le jeu et à défoncer tout le monde. Il prend plaisir à échouer. Il n'avance que par la douleur, la patience et l'apprentissage. C'est exactement ce que décrit Jesper Juhl dans The Art of Failure. Les jeux nous font échouer. Et pourtant, on revient encore et encore. Pas par masochisme, mais parce qu'ils demandent de la persévérance, ce qui amène à la maîtrise et donc à la satisfaction.
Les jeux violents ne sont pas de simples exécutoires primitifs, ils sont des rituels d'apprentissage, des espaces où on affronte le chaos pour mieux le comprendre. Ici, la violence ne te libère pas, elle te forme, elle creuse et sculpte ta persévérance dans la frustration. Elle t'enseigne que la souffrance n'est pas un échec, mais une condition de l'élévation. C'est quand même un peu plus philosophique que de buter tout le monde. Les anthropologues Arnold van Gennep et Victor Turner ont distingué un schéma en 3 temps. La séparation, tu commences dans ce jeu mendiant, chaque ennemi te terrasse, chaque porte se ferme, tu ne sais rien et tu erres. Puis vient la liminalité, l'entre-deux, tu n'es pas encore un héros, tu vis dans un espèce d'interstice. Tu meurs, tu reviens, tu meurs encore. Le jeu ne t'enseigne pas, il t'éprouve. Enfin l'ascension, pas celle que l'on t'offre, celle que tu prends. Tu n'as plus peur de la mort, tu es passé de l'autre côté, tu l'as surpassé. Car oui, le jeu vidéo est un rite initiatique, comme l'humanité en décrit depuis des millénaires. Et grâce à son interactivité, le héros, c'est toi. La violence dans le jeu revient à dominer le chaos et te sentir bon à cela. Des jeux avec de la violence physique, il y en a à l'appel. C'est même devenu un argument de vente. C'est fun! Et on veut du fun, on veut du nerveux, on veut du jeu qui claque. Et souvent, c'est la violence qu'on met en avant. Un bon trailer, ce sera un ralenti sur une décapitation. Un bon gameplay, une arme lourde, un ennemi qui explose, une esquive parfaite. Le sang devient un rythme, reward, signature visuelle. Est-ce que cela ne veut pas dire que la violence fait vendre ? Eh bien, il suffit d'un jeu pour faire exploser ce schéma. Un jeu où on casse des blocs. Minecraft est réputé pour sa créativité, son calme et sa liberté. Il n'y a pas de scénario préétabli. On mine, on fabrique des objets, des maisons. On fait pousser des trucs, on explore, on accumule des denrées. Et pourtant, malgré cette apparente paix, la violence est là. Il y a des zombies qui viennent la nuit, des créatures comme des creepers qui détruisent vos constructions en explosant. l'Ender Dragon vous attend dans une autre dimension. Alors oui, vous pouvez rester en mode créatif et désactiver la présence de monstres. Mais rapidement, le jeu perd en intérêt. Et pire encore, il semble manquer quelque chose. Et le résultat nous met mal à l'aise. Dans certains endroits du jeu, on sent une urgence, on sent une menace ou un danger. Mais rien ne vient. Quelque chose semble juste attendre dans la pénombre. Tout nous semble abandonné. Tout ça parce qu'il manque des ennemis. Et le jeu a été designé pour ça. Et sans menace, sans conflit, sans tension, il n'y a plus d'enjeu. La violence dans Minecraft est certes minimale, mais elle suffit à transformer la construction en survie. Et donc, à transformer vos décisions en actes narratifs. Dois-je sortir de nuit pour chercher du fer, au risque de croiser des zombies ? Ai-je assez de flèches pour me battre ? Ai-je installé un piège suffisamment efficace pour me protéger ? Suis-je prêt à perdre tout ce que j'ai construit si un creeper fait tout péter ? Voilà, vous venez de créer une histoire. La violence a donné un sens à l'acte. Elle crée de la peur, du courage, des pertes, des victoires, plein de choses à raconter. En sorte, elle vous amène dans une aventure. Ce n'est plus le sang qui compte, c'est le risque. Et là où il y a du risque, il y a du récit. Jusqu'ici, on a parlé de la violence comme moteur de gameplay. Mais parfois, elle fait bien plus que frapper, tuer ou punir. Elle raconte. Chaque coup porté, chaque mort encaissée, chaque ennemi affronté devient un fragment d'histoire. Car dans le jeu vidéo, la violence n'est pas spectacle. Elle est souvent mémoire, symbole, mythe. Elle parle, même quand personne ne dit rien. La violence, on y joue depuis qu'on est enfant. On fait semblant de tirer, de frapper, de tuer. On joue aux policiers et aux voleurs, aux loups. On meurt, on perd, on capture. C'est une violence mimée. Et on apprend à travers elle, à canaliser l'agressivité, à tester les limites, à comprendre l'injustice, la domination, la frustration, à raconter des histoires simples. Les gentils, les méchants, les héros. La violence devient un langage, un jeu de rôle. Les jeux vidéo n'ont rien inventé.
Ils ont simplement pris cette structure et l'ont rendue interactive. C'est ce que l'humanité fait depuis toujours, mimer le conflit pour mieux le comprendre. Chez les Grecs, le théâtre antique met en scène des meurtres, des vengeances, des crimes familiaux. Dans la littérature et au cinéma, la violence fascine. Parfois elle amuse, parfois elle dégoûte, parfois elle accuse, mais toujours elle révèle. Elle dit quelque chose du monde, du pouvoir, de l'homme. Mais surtout, la violence est un langage universel. Tous les humains connaissent la douleur, comprennent les enjeux liés à la violence, la disparition ou la perte. Même sans parole, la violence dans le jeu peut transmettre du sens. Une blessure indique une perte, une explosion signale un tournant dans l'histoire, une trahison en cinématique suivie d'un duel transforme une narration en émotion pure. Pas besoin de comprendre le scénario, pas besoin de parler la langue. C'est une communication immédiate, primitive, universelle. Et elle est partout, là où il y a du récit. Certains autres jeux vont utiliser la violence comme vecteur de récit pur. God of War est une série qui a évolué radicalement au fil du temps, passant d'un exutoire brutal à une exploration profonde de la colère, du deuil et de la transmission. Dans les premiers God of War, Kratos est un Spartiate furieux, trahi par les dieux, qui se venge du panthéon grec en les massacrant un à un. Chaque attaque est brutale, jouissive, excessive et viscérale. Et le jeu a été reconnu spécifiquement pour ça. La violence est le langage principal du jeu. Elle est mécanique, mais aussi identitaire. Kratos n'est que ça. À tel point qu'il a massacré sa propre famille, sous manipulation d'Arès. Le game design épouse cette logique jusqu'à l'ivresse. Les combats sont frénétiques, les QTE absolument théâtraux, jouissifs, suintant la rage et la vengeance. Mais cette logique, God of War finira par la briser, non pas en la reniant, mais en la confrontant à quelque chose de plus précieux. La honte, la mémoire et la transmission. Car lorsque la colère vieillit, elle ne disparaît pas, elle s'enfonce, et elle parle de manière différente. Kratos a vieilli, il a un fils, et surtout il ne veut plus tuer. Mais le monde le provoque, et lorsqu'il cède, ce n'est pas la rage qui revient. C'est l'ancien Kratos, nu, brut, tragiquement lucide. Il sait ce qu'il est, et ce qu'il est en train de transmettre. Et si son fils observe la colère sourde de son père, ses silences sont pleins de remords. Chaque coup porté résonne comme un regret. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. Et le joueur va s'interroger sur une telle violence. Suis-je un monstre ? Ou un père qui protège ? La violence ici, dans ce cas précis, c'est une fonction. Tuer, frapper, détruire rend le jeu vidéo puissant, expressif et émotionnellement engageant. C'est un procédé narratif qui ne date pas d'hier. Et avant le jeu vidéo, dans la littérature ou le cinéma, comme j'en parlais précédemment, la violence est mise en scène de manière explicite ou implicite et évoque le rapport de force, qu'il soit physique, psychologique, social, symbolique ou moral. C'est pareil dans le jeu vidéo. Quand elle est bien utilisée, la violence devient une grammaire émotionnelle. Comme dans la littérature ou le cinéma, le conflit est dans le cœur du récit. On a besoin de conflits, de tensions et d'obstacles pour donner du sens à l'action. La violence dans les jeux vidéo, ce n'est pas qu'une mécanique. Elle raconte quelque chose. Par exemple, la violence dans The Last of Us n'est pas juste un prétexte à l'action. C'est le cœur moral, émotionnel et philosophique de l'œuvre. Chez Joel et Ellie, l'amour passe automatiquement par la violence. Ils tuent pour protéger, ils détruisent pour se venger. Dans la partie 2, la violence devient un cercle vicieux. Chacun tue pour venger un autre et croit agir avec justice tout en devenant une machine brisée par la haine. Le jeu demande aux joueurs d'incarner à tour de rôle Ellie et Abby, commettant de plus en plus d'actes horribles. Le joueur ressentira progressivement le vertige du cycle en s'attachant à chacun des personnages et trouvera la violence absurde. The Last of Us t'apprend que la violence ne sauve pas, elle détruit. Et cela même si nos personnages torturés s'en étaient servis pour réparer et faire expier leurs fautes à ceux qui leur ont enlevé ce qu'ils avaient de plus cher. Ils ont fini par perdre les proches qu'ils avaient négligés, rongés par la haine. Au final, pour tout perdre. Le personnage d'Ellie finira même par perdre ses doigts, l'empêchant ainsi d'exercer la dernière chose qui la reliait encore à celui qu'elle cherchait à venger.
Bon, j'entends venir de loin, mais les joueurs, ils s'en foutent des histoires, ils s'en foutent de la morale, ils jouent à des jeux violents car ils aiment la violence, c'est tout. On s'en fout du game design et de la narration, ce qu'ils veulent c'est de la violence pure, que ça saigne, qu'on voit des cadavres partout. Bon, parlons d'un jeu sorti en 2015, Hatred. Le pitch se résume à extermination totale. Le joueur incarne un homme sans nom qui sort de chez lui pour tuer tout le monde. Les ennemis sont des civils désarmés, les exécutions sont longues, brutales et gratuites. Le jeu n'émet aucun recul face à la violence et il n'y a aucune conséquence aux atrocités commises. Par exemple, dans Red Dead Redemption, quand tu attaques des civils, tu te retrouves rapidement avec la moitié de la ville qui a mis ta tête à prix et tout le monde à tes trousses. Non, dans Hatred, le jeu se contente d'offrir aux joueurs un énorme défouloir en continu. Tu ne risques rien. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le jeu n'a pas séduit grand monde à sa sortie. GameSpot le qualifiera d'ailleurs d'ennuyeux et dira de ce dernier qu'au-delà de son esthétique, le jeu est totalement banal et le moindre plaisir primitif que vous pourriez en tirer s'estompe dès le 3e niveau. Rapidement, tu te lasses. IGN le décrira comme répétitif et relativement moche. Attendez, si le plaisir dans les jeux venait de sa seule violence, alors pourquoi Hatred n'est pas devenu le plus grand succès commercial de tous les temps? Bah oui, apparemment, le jeu échoue à proposer quelque chose de simple. Une lecture, un sens. Et aussi de récompenser son joueur. On n'est pas satisfait de tuer dans Hatred car il est peu valorisant de s'attaquer à des civils désarmés. Puis le jeu n'est pas vraiment difficile. Allez, vous allez me sortir. Oui, mais GTA, c'est un énorme succès. Et ce n'est que ça, que de la violence, rouler sur des civils. Tu crois que c'est pas de la violence pure? GTA, c'est différent. Même si en surface, les deux jeux semblent proposer une violence gratuite dans un monde ouvert. Mais dans GTA, la violence, elle s'inscrit dans une fiction structurée avec des personnages, des enjeux et une progression. Tu n'es pas un tueur abstrait, tu es un criminel dans un système. Il y a des lois, des conséquences, une hiérarchie. Quand tu dérapes, la police te poursuit, le jeu te répond. Dans Hatred, il n'y a pas de contexte. Tu n'as pas de nom, pas d'histoire, juste une haine abstraite contre l'humanité. Tu massacres des civils désarmés sans que le jeu ne propose aucune contrepartie morale ou mécanique. GTA utilise la violence comme satire, comme exagération grotesque du rêve américain. C'est un monde cynique, absurde et critique. Et même si certains joueurs y voient juste un grand moyen de faire n'importe quoi, le jeu te rappelle sans cesse que tu es dans une caricature. Le joueur aime le challenge et l'action. L'humain n'est pas spécialement fan de la cruauté. Cela transgresse le mécanisme fondamental de l'empathie, et cela est inné en nous. Des études comme celle de Bloom Against Empathy montrent que dès l'enfance, l'humain distingue une douleur infligée par nécessité, la défense, et une douleur infligée par mépris ou par plaisir. La cruauté est perçue par le cerveau comme injustifiée, gratuite, donc immorale. Et cela crée un malaise cognitif. On ressent une dissonance. Est-ce que je tolère ça? Est-ce que cette violence dit quelque chose de moi? Parce que ce n'est plus un jeu. C'est une jouissance dans l'effondrement de l'autre, même si cet autre n'est que fiction, n'est que virtuel. C'est pour cela que les œuvres qui montrent de la cruauté sans recul comme Hatred dérangent. Elles brisent le pacte moral implicite entre l'œuvre et le joueur. Il existe d'ailleurs un jeu qui fait totalement l'inverse. C'est Spec Ops The Line. Un soldat, une escouade, une mission, un fusil d'assaut, du sable, des ennemis. Tout est connu, c'est relativement un jeu de guerre classique. Tout est maîtrisé. Toi, en tant que joueur, tu vas avancer. Ton personnage est en train de sauver la paix. Il est un véritable héros. Puis arrive la scène du phosphore blanc. Le joueur doit lancer une attaque chimique pour sauver un autre soldat. Cependant, elle était dirigée contre des civils. Parmi les corps brûlés, gît celui d'une mère tenant sa fille dans ses bras, tentant désespérément de la protéger. Walker l'observe lentement. Derrière lui, ses camarades horrifiés se rejettent la faute. Et lui, il continue d'avancer, persuadé de faire le bon choix. Le joueur, lui, a validé chaque tir, sans poser la moindre question. Parce que c'est le jeu, parce que cela fait partie du script, parce que ça lui est semblé nécessaire pour avancer. Même durant l'écran de chargement du jeu, on peut trouver des phrases comme « Tu es toujours une bonne personne ». Est-ce que tu peux te rappeler de pourquoi tu as été ici? Tu te sens héroïque? Ta morale est mise à rude épreuve tout le long du jeu, dans chaque détail. Et ça
Ça a marqué des générations entières de joueurs. Le jeu est venu questionner un sens moral. Spec Ops te prive de choix, mais te demande pourquoi tu as continué. Pourquoi tu as continué à jouer, alors que ce que tu es en train de faire est profondément injuste. Spec Ops te demande de regarder en arrière, de repasser chaque balle, chaque tir, chaque cri dans ta tête, comme des aveux. Et ce ne sera pas le seul jeu à remettre l'intégralité de ta violence en question. Shadow of the Colossus est un chef-d'œuvre du game design reconnu pour sa narration implicite, sa direction artistique minimaliste et son fort impact émotionnel. Tu arrives dans un monde vide, pas d'armée, pas de guerre, juste 16 géants immenses, lents, majestueux, et une promesse: si tu les tues tous, on ramènera celle que tu aimes. Alors tu acceptes. Tu n'hésites pas, tu frappes. Mais ceux que tu affrontes ne t'avaient jamais attaqué. Et à chaque colosse qui tombe, le jeu t'accusera et s'effondrera avec toi. Pas de level up, pas de loot, juste un monde un peu plus vide. Et ton corps qui s'abîme. Tu te rends compte à ce moment-là que tu as détruit ce que tu devais protéger. Bon, vous me voyez venir avec mes gros sabots depuis le début. Oui, on va parler d'un jeu qui questionne toute cette violence. Undertale. Contrairement à Shadow of the Colossus ou Spec Ops, Undertale ne te donne pas juste la trame passive, ton personnage est un monstre de violence, c'est le scénario, tu dois le subir, gna 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 gna. Non. Undertale te laisse vraiment le choix. Car comme dans tout RPG classique, tu as bien les boutons attaquer et items qui te permettent de poursuivre le jeu en combattant tes ennemis pour avancer. Mais le jeu ajoute un autre bouton: épargner. Undertale est en effet un jeu contre-intuitif parce qu'il inverse une règle fondamentale du RPG traditionnel. Ne pas se battre rend le jeu plus difficile. Undertale rend la voie pacifiste plus complexe, non pour punir la gentillesse, mais pour donner de la valeur à la paix. Au lieu de te battre pour gagner quelques XP, tu vas parler à tes ennemis, trouver ce qu'ils aiment ou essayer de les calmer. Répète cette action, évite les attaques et épargne. Et si tu les tues, c'est pas parce qu'ils t'ont agressé, c'est pas pour te protéger, pour te venger et sauver qui que ce soit. Non, tu tues parce que tu le peux, parce que c'est dans le système. Undertale ne te l'interdit pas, il te laissera faire. Et ça fera de toi un monstre. Car sur ta route, tu rencontreras des créatures qui n'ont absolument rien fait. Par exemple, ce gardien-chien qui a une toute petite niche. Il t'attaquera à peine, et si tu le caresses, il te laissera passer. Mais tu peux choisir de le tuer, alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était un peu d'affection. Ou alors le mat demi, un simple mannequin de combat qui, après s'être un peu défoulé, réalise son rêve, celui de faire qu'un avec son corps. Tout ça pour que tu le tues froidement alors qu'il vient de te remercier de tout son cœur. À force de tuer les personnages, le monde va se vider. Littéralement, les salles deviennent silencieuses, les musiques disparaissent, les personnages te fuient, tu ne gagnes rien, tu perds tout. Tu porteras le poids de ta propre violence, car tuer détruit le jeu. Et c'est ici que réside toute la beauté narrative de l'œuvre. En étant non violent dans le jeu, tu en découvriras toute une autre facette. Et c'est ce qui rendra toute l'expérience si précieuse à tes yeux. Si belle, si personnelle. Car en apprenant à connaître les personnages plutôt qu'à les supprimer, tu t'y attaches. Tu es plus engagé alors à leur sort, à ce qui leur arrive, à leurs rêves, leurs ambitions. Cela rendra le jeu plus émouvant, plus immersif, et tu te sentiras investi. Le jeu sera une expérience que tu n'oublieras jamais. Voilà tout ce que peut faire ressentir la violence dans un jeu vidéo. L'horreur de la guerre, le deuil et la transmission générationnelle de la violence. Le risque de tout perdre, la destruction par la vengeance, les stigmates de ta propre violence. Bon, je sens venir le truc, mais quid des jeux non violents? Quid de Journey, Gris, Otherwild ou What Remains of Edith Finch? Il n'y a pas de violence dans ces jeux. On croit que la violence c'est le sang, le métal contre la chair, le choc, l'impact. Mais parfois, c'est l'absence de tout ça.
Et alors on comprend que la violence n'est pas toujours ce qui détruit, c'est ce qui révèle. Ce n'est pas toujours le coup d'épée qui compte, c'est ce qui dit de toi, de ton attachement ou de ta peur, de tout ce que tu étais prêt à faire pour avancer. Alors non, la violence n'est pas obligatoire, mais elle est narrativement relativement nécessaire quand elle devient une forme de confrontation, pas une glorification. On ne joue pas pour tuer, on joue pour ressentir, comprendre, traverser. La peur, le doute, la perte, la solitude ou le vide. Les souvenirs qui sont trop lourds. Et parfois, ce qu'on trouve au bout du chemin, ce n'est pas la victoire, c'est même pas une réponse. C'est juste un reflet, le nôtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, ça aide énormément la chaîne à grandir. C'est pas toujours facile d'avoir de la visibilité, alors n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me citer un jeu qui vous a particulièrement marqué et qui vous a gravé une émotion mémorable pour toujours. En tout cas, je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine sur Eldritch Tale.